Dans cette vidéo, je m'entretiens avec Johan sur une question d'actualité brûlante. Au cours de l'entretien, on fait plusieurs fois référence à une formation que Johan a suivie, qui s'appelle l'École des anges, et que j'ai donnée, qui est disponible en ligne à l'adresse indiquée maintenant sur le site internet. Je vous laisse regarder la vidéo, bon visionnement. Bonjour Johan. Salut Guillaume. Alors on se retrouve aujourd'hui pour explorer un sujet relativement vaste et d'ailleurs on n'a pas du tout la prétention de pouvoir l'explorer en totalité dans une durée aussi courte. Donc on va aborder le sujet de l'obscurité, de l'ombre et donc forcément le sujet de la dualité. J'avais beaucoup apprécié dans la formation L'École des anges ce passage où tu avais évoqué ce que la tradition essénienne appelle les écritures, où tu commentais en fait des photos d'actualité en expliquant de manière précise ce qu'elles contenaient véritablement d'un point de vue un petit peu plus caché, on va dire. Et récemment, j'ai vu passer une photo dans la presse où j'ai tout de suite fait le lien avec ce passage justement de l'école des anges sur les écritures et je me suis dit que ça pouvait être sympa qu'on l'utilise comme support pour essayer de le décrypter ensemble. Mais c'est vrai qu'avant ça, j'aimerais, et on en a parlé en off, j'aimerais vraiment voilà, préciser que j'ai à cœur qu'on puisse aborder le sujet avec beaucoup de sens pour les gens, parce que bien que je pense que l'analyse des écritures sur une photo peut être quelque chose de très intéressant et qu'on ne fait pas forcément souvent, dont on n'a pas vraiment connaissance, ça peut aussi, je pense, à un autre niveau rester délicat parce que ça peut, chez certaines personnes, augmenter la notion de colère, voilà, de révolte, de guerre, et donc d'amplifier justement cette dualité, ce qui est évidemment pas du tout le but de la vidéo. Donc je pense que le but, moi, ce qui m'a animé dans l'envie d'échanger et de prendre une photo, par exemple, je dirais, c'est davantage de gagner en clarté sur les forces en présence, mais en gardant toujours beaucoup de distance, sans tomber à l'intérieur et s'agiter un petit peu dans la poussière, j'ai envie de dire, mais de regarder avec beaucoup de recul et de hauteur, et de regarder comment fonctionnent les différentes forces dans l'univers. Donc voilà, en tout cas l'objectif c'est aussi qu'on puisse derrière évoquer ensemble le rapport qu'on entretient dans notre vie intérieure avec cette dualité, parce que au final ça reste toujours entre soi et soi. Et donc voilà, donc voir peut-être comment s'élever au-dessus de ces apparents contraires dans une conscience plus haute, hein, qui relie et marie les opposés, par exemple. Donc voilà, donc ce que je te propose, c'est que là on va afficher tout de suite à l'écran la photo en question. Et peut-être que tu peux, Guilhem, développer sur le sujet à partir de cet exemple et peut-être commencer par introduire en expliquant ce qu'est une écriture. Euh, alors oui, dans l'enseignement essénien, on parle d'écriture parce que on cherche toujours à redonner le plein sens d'un mot. Et donc, une écriture, c'est, oui, bien sûr, ce que toi tu écris sur un papier, mais en réalité, il y a à l'intérieur de nous des écritures subtiles qui ont été placées. Et quand quelque chose est écrit, si tu veux, une écriture, c'est une énergie mémorielle, donc elle a une durée de vie, souvent beaucoup plus longue que ce qu'on voit à l'extérieur, et qui va provoquer des situations concrètes dans notre vie. Par exemple, on sait en psychogénéalogie, tu vois, en transgénérationnel, on va reproduire des schémas familiaux. Eh bien, du point de vue essénien, s'il y a ces expressions euh, qui se reproduisent au fil des générations, c'est que au-dessus des humains, au-dessus ou profondément à l'intérieur, au-delà de ce qui est perception courante, tu vois, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas forcément, mais qui vit, qui nous fait vivre des situations. Au-delà de ce qu'on perçoit couramment de nous-mêmes, il y a des écritures posées, donc une énergie mémorielle qui va générer des influences dans notre vie quotidienne. Par exemple, euh, les années dans lesquelles tu es né
l'ambiance dans laquelle tu es né, l'ambiance dans laquelle ta société se trouvait, euh, inscrit des choses à l'intérieur de toi auxquelles par la suite tu n'as plus nécessairement accès consciemment facilement. Et par contre, comme c'est écrit, ça va en permanence générer dans ta vie des énergies correspondantes à cette écriture. Alors, à l'échelle personnelle d'une vie, tu vas avoir un traumatisme d'enfance. Par exemple, ta mère te disait toujours « tu es un bon à rien » ou « tu es mon fils préféré » ou « toi tu peux tout faire dans ta vie » ou « tu pourras jamais rien faire de bien ». Ça s'inscrit à l'intérieur de toi et par la suite, tu n'y as plus forcément accès. C'est comme une écriture qui est posée. Il y a des écritures beaucoup plus subtiles et donc beaucoup plus manipulantes parce que beaucoup moins conscientes et moins accessibles. Et il y en a tout le temps, partout, et il y a des êtres qui savent et qui connaissent les écritures et qui donc manipulent les écritures pour des objectifs particuliers. Donc, du point de vue essénien, si tu veux, il y a différentes sortes d'influences, différentes sortes d'énergie, différentes formes de vie, différentes sortes de mémoire. Et les écritures sont une de ces sortes et une de ces mémoires à l'intérieur desquelles il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de sortes d'écritures. Est-ce que tu veux que je... Voilà, est-ce qu'on peut du coup examiner ensemble Alors cette la photo, photo? donc cette photo, tu m'as dit, était sur un journal. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. C'était comme sur la une? Ouais, c'était un article sur Internet, et puis c'est la photo La que tu vois grosse en photo. couverture avant de cliquer sur le lien. D'accord. Donc, moi, j'ai travaillé dans la presse, j'ai eu une carte de journaliste, j'ai été éditeur de presse, et donc je sais très bien, par image, hein, le poids des mots, le choc des photos. Ou dans un film, par exemple, quand tu regardes un film, c'est le poids des images et le choc de la musique et du son. La sonorisation d'un film fait 50% en fait de ce que tu perçois. Et dans un journal, bien sûr, d'ailleurs, tu vois, le Petit Illustré, c'est un journal français à partir des années 1890, 80, 90. On a commencé à avoir des illustrations dans les journaux, être capable d'imprimer des illustrations. Ça a complètement transformé la nature même de la presse. Parce que l'outil, si tu veux, la puissance d'influence a été multipliée par 10 au minimum. Et les éditeurs de presse l'ont très bien vu, les gouvernements aussi, tout le monde s'est emparé, les publicitaires. On a remarqué que si tu vas, à partir du moment où on mettait une illustration avec un texte, le message et, si tu veux, l'imprégnation des humains qui lisaient, des lecteurs, était beaucoup plus forte. Donc une image a une capacité d'influence énorme. Tu vas dans une salle de cinéma, on regarde tous ensemble un film et on sursaute tous ensemble. Ça veut dire que ton corps, il croit vraiment ce qu'il voit. Tu sais, on parle des deux cerveaux, le cerveau dans le crâne et le cerveau dans le ventre. On sait que le ventre, c'est un système nerveux central très très complexe, très développé. Il a autant de neurones que le cerveau d'un rat ou d'un petit chat. Et donc ça veut dire qu'il y a une forme d'intelligence en soi ici, qui n'est pas du tout cérébrale, dans le sens du cerveau en haut. Souvent, par notre éducation, on pense qu'on est au-dessus de ça et qu'on n'est pas touché, qu'on n'est pas concerné. On s'aperçoit avec la psychosomatique, toutes ces découvertes maintenant, que ce n'est pas le cas et qu'on est énormément imprégné, même à un niveau subconscient, inconscient, par énormément de choses qui arrivent. Et ce genre d'image imprègne une certaine partie de notre être qui n'est pas forcément consciente. Et ça va créer une écriture au niveau énergétique, subtil, mémoriel, parce que, tu le vois, il faut revenir un peu dans le passé avec les représentations de l'écolier, de l'école, les représentations de l'enfant sage obéissant, les représentations du parent et de l'enfant idéalisé. Tu en as de plein de sortes, dans plein de contextes religieux. L'école laïque a énormément fait de propagande dans les journaux, dans tous les supports culturels pour, si tu veux, montrer un écolier parfait, hein, qui avait sa petite capine, qui allait à l'école, qui revenait à l'école en disant « Maman, j'ai une bonne note ». Tu comprends, on a instillé dans la société française, avec des écritures
physiques comme des photos, des illustrations, des textes, mais qui créent des écritures subtiles, on a instillé un modèle de société. Et là, on est dans la continuité complète, mais on va un petit peu plus loin, parce que l'état profond travaille sur des générations et des générations, si tu veux, sur des longues échelles de temps. Et là, on travaille et on prépare les humains qui sont aujourd'hui des enfants pour inscrire par leur corps ce qu'est un bon citoyen, quelle est la bonne attitude. Tu regardes les photos des écoles des années 20, des années 30, c'était vraiment tout le monde se levait, bonjour maître ou bonjour monsieur l'instituteur, on se rasseyait, on levait la main pour parler. Tu vois, on était tous en blouse parce qu'il fallait une égalité sociale, c'était le dogme en France à cette époque, donc il ne fallait pas qu'il y ait de différences sociales qui apparaissent. Tu vois, il y avait certains conditionnements. Eh bien aujourd'hui, on voit ces conditionnements rendus pour et on le voit, si tu veux, on voit ce qu'on va exiger des citoyens dans les décennies et les siècles à venir. Et donc sur la photo, c'est très très bien fait. On voit que c'est une photo qui a été mise en scène, c'est pas une vraie photo. C'est une photo qui est mise en scène pour exprimer la nouvelle réalité qui va être la nouvelle normalité qu'on veut imposer. Et on veut l'imposer avec les enfants, bien sûr. Parce que si cette petite fille est convaincue de bien faire, c'est ce qu'on nous apprend à l'école, on nous apprend à avoir des récompenses, à faire le bien et à faire ce qui n'est pas bien. On conditionne à l'intérieur d'elle un individu de la société, une partie de la société. Et on voit très bien dans l'image composée ce qu'on va lui demander. Ouais. Et donc on voit effectivement que même derrière, hein, sur l'arrière-plan, où on voit bien que chaque enfant est bien à une distance réglementaire, seul à sa table. Donc il y a pas seulement le premier plan, il y a aussi l'arrière-plan qui est chargé en messages. Ah oui, moi je pense que euh, on veut amener les humains de plus en plus à vivre en zone urbaine, isolés dans des unités d'habitation, avec de moins en moins de contact avec les autres, et avec une prise en charge de plus en plus grande, et si tu veux, le double système de la peur et de la récompense, qui est utilisé à l'école et dans la société, va de plus en plus clairement être utilisé pour contrôler les comportements, ne pas remettre en question l'état, avoir peur de sortir pour ne pas tomber malade, garder nos distances les uns avec les autres parce qu'on pourrait être contaminé, alors qu'en réalité, si tu veux, le but est autre, il est l'isolement et le fractionnement des individus, parce que c'est beaucoup plus facile de contrôler une société d'individus isolés que des groupes d'individus. Le groupe, c'est l'anti-pouvoir, si tu veux. C'est un processus qui a commencé il y a longtemps, on l'a vu augmenter exponentiellement à partir des années 60, avec ce qu'on a appelé la libération de la femme et les nouvelles familles. À partir du moment où on a cassé la transmission d'une génération à l'autre, le respect des parents et de l'héritage qu'on avait reçu et l'importance de la transmission dans une fidélité transgénérationnelle, on a cassé les cellules familiales, on a rendu des familles beaucoup plus petites. Hein. Maintenant, un parent, un enfant, c'est une famille. Tu vois, c'est un mouvement continu. Du coup, ce qu'on a pu considérer comme des progrès ou des évolutions ou des améliorations, en réalité, on voit qu'il y avait aussi un inconvénient à tout ça et que cet inconvénient est calculé et utilisé pour amener la société dans une certaine direction. Et donc, cette photo, on voit vraiment qu'elle a été travaillée parce que, effectivement, à l'arrière-plan, on voit la société idéale, si tu veux. C'est que cette petite fille n'est pas seule, elle est entourée, donc elle est conforme au groupe, donc elle a un sentiment d'appartenance, de conformité qui rassure, elle a un sentiment de sécurité du fait qu'elle ne va pas être contaminée par les autres parce que chacun garde bien sa place. Et tu vois, ça ressemble un petit peu à un laboratoire stérile. Et franchement, ça fait un peu penser à la vision nazie, eugéniste, qui était affichée par les nazis en Allemagne, mais qui en fait se manifeste ici d'une manière différente. Hein. Tu ne veux pas de contamination par un étranger, quelqu'un qui fonctionnerait en dehors du groupe. Donc là, on n'est pas dans la couleur de peau ou la nationalité, on a changé de
C'est un détail, on a changé la couleur, l'emballage, mais en réalité le fond est le même, si tu veux. C'est gardons nos distances et rien d'étrange ne doit survenir dans ma vie. Tu vois bien que tout est sous contrôle. Et en faisant faire ça, là je reviens sur tu vois, cette notion d'écriture dans l'enseignement essénien. En faisant faire ça à cette petite fille, alors elle l'inscrit, elle, dans sa vie. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, nos enfants qui vont à l'école et qui se comportent de cette façon-là, inscrivent dans l'histoire un geste particulier qui ne s'était jamais vu avant. C'est bien décrit qu'il n'y a jamais eu ces histoires d'isolement, de masques et tout ça. Alors il y a quelques photos qui circulent, bien sûr il y avait des Chinois qui portaient des masques déjà depuis très longtemps en ville pour les épidémies, mais si tu veux, là on est beaucoup plus loin. L'isolement, l'enfermement, même dans l'Antiquité, n'a jamais été enseigné pour lutter contre les épidémies. On voit que c'est vraiment quelque chose de nouveau, un nouvel acte qui arrive. Et quand tu actes quelque chose dans ta vie, tu as posé un geste qui est une écriture dans le sens où tu vois les enfants, tous les enfants de France aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas porté de masque toute la journée et qu'ils n'ont pas augmenté la distance avec leurs camarades à l'école et qu'ils n'ont pas cessé de jouer ensemble parce qu'il fallait respecter une distance et qu'ils n'ont fait que des jeux à distance, avec une distance de sécurité. Ils ne pourront plus dire qu'ils ne l'ont pas fait. Ça a été fait. Et cette écriture, elle va continuer d'agir et elle va avoir des répercussions à travers le temps. Et ça veut dire que quand cette petite fille va être plus grande, ça va lui paraître normal si à son travail on lui demande de porter un masque et de ne pas s'approcher de ses collègues de travail et qu'elle vive dans un environnement qui est stérile, qui est neutre, stérilisé, décontaminé, tu vois. Ça va lui paraître normal, ça sera ça normal à elle. Et elle va trouver que ses parents sont vieux, sont d'une autre génération, d'une ancienne génération, et qu'elle, elle est l'évolution et le progrès. C'est exactement le même sentiment que par exemple ma grand-mère a eu. Ma grand-mère, j'avais deux grand-mères, donc une des deux a vraiment vécu, grandi dans les années 20-30 en France. Et dans ces années-là, on enseignait énormément l'hygiène aux enfants. Le brossage de dents, le savonnage, de boire du lait tous les jours. Il y avait des campagnes d'information. Et dans les écoles, on a formaté ces générations. Et toute sa vie, elle s'est lavé les dents 3 fois par jour. Elle a appliqué ce qu'on lui a transmis pour être une bonne citoyenne, pour être en bonne santé avec les mesures d'hygiène, etc. Eh bien, tu vois comment ça va se reproduire et cette petite fille qu'on voit et ses enfants dans cette classe vont aller plus loin. Et donc ma grand-mère pensait que ses parents étaient d'une ancienne génération, qu'ils étaient moins bien, moins éduqués, moins connaissants, et qu'elle était, elle, le mieux, parce que c'est ce qu'on lui a expliqué. Et donc, si mes grands-parents ne se brossaient pas les dents 3 fois par jour, elle pensait qu'elle était mieux que eux. Et donc cette petite fille va voir ses parents embrasser leurs voisins, leurs voisines, comme on faisait encore il y a quelques mois en France, et elle ne va pas le faire. Parce qu'elle va avoir la certitude profonde qu'elle est mieux, qu'elle est plus éduquée et qu'elle est à jour. Elle est à jour dans l'étude, dans la science, dans les progrès scientifiques, dans les nouvelles normes. Donc elle va être un nouveau genre de citoyen en France et elle va constituer les prochaines générations. Ouais, en tout cas, je pense ouais, qu'on n'a pas non plus attendu bah voilà, cet épisode du Covid au niveau de la distanciation sociale, que c'est juste une manifestation qui était déjà là, ne serait-ce qu'avec l'avènement technologique où il y avait de moins en moins de liens entre les gens, il y avait une distanciation qui était déjà là. Donc c'est plus, j'ai envie de dire, c'est caricatural, ça nous est mis sous le nez de manière encore plus grossière pour qu'on puisse pas passer à côté de ça, quoi, de cette distance effectivement qu'on met les uns entre les autres. Alors tu vois, toutes ces influences qui veulent nous amener vers le transhumanisme et puis une autre façon d'être au monde qui est beaucoup plus artificielle, elles fonctionnent toujours sur le même modèle, c'est qu'elles créent un problème, mais elles ont déjà anticipé une solution. Et donc, cette étape de distanciation sociale, de masque et d'isolement n'est possible aujourd'hui que parce qu'il y a Internet.
hors Internet a été mise en place et est devenue une norme. Maintenant, les enfants dans les écoles primaires ont leur téléphone portable, ils ont leurs réseaux sociaux. Tu les voyais à la cour de récréation, ils sont les uns à côté des autres, chacun sur leur écran, et ils s'envoient des messages, des images et tout ça. Ils ont déjà pris l'habitude de communiquer, d'être à distance, beaucoup, beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Donc on a déjà mis en place un système, et aujourd'hui on enfonce le clou. Donc on crée un problème, mais on a la solution. On va faire l'école à distance, on va faire des activités à distance, on peut être tous ensemble, comme on nous montre dans des vidéos où on voit les gens qui mangent ensemble avec leur téléphone. Hein, tu manges avec tes grands-parents pour Noël, mais ils ont leur téléphone sur leur table et ils sont tout seuls chez eux. C'est pas un problème, puisque maintenant avec Internet, tout est plus facile. Donc il y a toujours une longueur d'avance par la technologie, puis ensuite on modifie le comportement des humains, mais comme on a une solution technologique de remplacement, alors l'humain accepte et puis peut s'adapter. D'accord. Ouais. Et donc du coup, pour rentrer dans cette deuxième partie où on explore davantage un petit peu notre rapport intime avec toutes ces forces qui nous entourent, comment se positionner vis-à-vis de ça, comment ne pas forcément rentrer en réaction, mais comment rester lucide et clair sur ce qui est là, euh, comment, comment aborder cette dualité, comment s'élever quelque part depuis un point de vue beaucoup plus élevé. Et puis quel est notre rôle, quel est le rôle de l'homme? Est-ce que l'homme est justement serait pas un être de gestion des déséquilibres, et que c'est à lui justement d'équilibrer les différentes forces qu'il traverse? Qu'est-ce que tu peux partager vis-à-vis de ça? J'essaye, tu vois, j'essaye de tout mon cœur sur YouTube de pouvoir partager des éléments de l'enseignement essénien, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'outils, de réponses, d'explications, mais à un moment donné, c'est pas suffisant de s'informer. Je pense qu'il faut vraiment rentrer dans le concret. Et c'est ce que je veux dire à travers plusieurs vidéos, c'est que, tu vois, moi je suis né euh, à une période où beaucoup d'hommes et de femmes quittaient les villes pour essayer de retrouver le charme de la campagne, reprendre quelques chèvres, aller en Ardèche, sur le Larzac, essayer de retisser un lien avec la nature, tu vois, en refusant le système. Euh, et bon, il y en a beaucoup qui ont pas réussi à tenir le coup, et puis qui ont repris une vie plus urbaine et plus normale, entre guillemets, plus standard. Mais je pense que ce n'est pas suffisant, parce que beaucoup de communautés et de communautés alternatives se sont cassées les dents sur l'être humain en lui-même. Et que si on ne travaille pas sur soi pour modifier les écritures qui ont été fixées par les générations précédentes, euh, ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est pour ça que j'ai créé la formation L'École des Anges, que je donne des formations, parce que, si tu veux, ce n'est pas suffisant de parler, d'expliquer, de comprendre. À un moment donné, tu l'as vu toi-même en faisant la formation, c'est qu'il faut rentrer, il faut aller plus loin, il faut rentrer dans une pratique de transformation. Je trouve que c'est vraiment fondamental. Tu vois, par exemple, je reprends un autre exemple de mémoire transgénérationnelle, de l'autre branche de ma famille. Mon grand-père, ma grand-mère ont vécu à Paris, dans Paris, toute la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont vécu l'isolement, la dénonciation, la peur, le confinement, le couvre-feu. Tu comprends, ils ont vécu... Alors par exemple, moi, on m'a toujours dit de ne jamais dire de quel parti politique j'étais, parce que si un jour il y avait la guerre et qu'un parti politique était pourchassé, je risquais de me faire ramasser par la Gestapo. Tu comprends, on a créé des traumatismes collectifs qui se transmettent. Et donc, je comprends qu'on a essayé de créer des communautés. Il y a beaucoup de gens qui me disent: oui, moi je veux créer une communauté alternative, un éco-village, autonome et tout ça. Je trouve que c'est absolument génial, et il faut qu'on soit très nombreux à prendre ces initiatives, à essayer de vraiment sortir du système, à être le plus autonome possible. Je trouve que c'est génial, vraiment. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant, parce qu'on va nécessairement se briser sur l'écueil de notre vie intérieure. Et ça va faire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à vivre ensemble et à former des communautés fonctionnelles. On essaye de les réinventer, mais ce n'est pas forcément évident. Tu vois, par exemple, il y a une fille de Pierre Rabhi qui s'occupe beaucoup d'éducation et qui parle beaucoup de bienveillance, parce qu'elle s'est rendue compte que c'est une valeur fondamentale, et que sans valeur, les humains ont beaucoup de mal
à vivre. Il faut retrouver le sens des valeurs. Alors, chez les Esséniens, on appelle les valeurs des vertus et on dit que ce sont des anges. Ce sont des formes de vie éternelle, immortelle, vers lesquelles nous devons aller, avec lesquelles nous devons entrer en collaboration. Parce que sans ça, ça ne fonctionne pas. Si tu prends la bienveillance, par exemple, le gouvernement français va faire des études par des spécialistes de l'armée et va sortir de son chapeau dans un brainstorming d'une réunion. Oh, il faut que le président français utilise le mot bienveillance dans un discours. Et bien après, tu as des discours d'hommes politiques qui sont vraiment sidérants. Obama, c'était le champion pour ça. Il utilisait des mots forts, des mots de paix, de collaboration sociale. Tu vois, on utilise des mots, mais qui sont complètement creux et vides de sens, parce qu'ils ne sont pas reliés à la forme de vie angélique qui correspond. Donc, pour moi, si tu veux, la première étape de sortir d'une dualité et d'un positionnement, tu vois, de réaction face à l'actualité, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas seul sur Terre et qu'on n'a pas inventé la bienveillance, qu'on n'a pas inventé la vie en société et que, par exemple, on pourrait prendre la nature comme référent. Je reviens toujours à ça parce que c'est une base de la vision essénienne du monde, c'est que la nature est un référent et qu'il n'y a pas de dualité dans la nature. Alors comment pourrait-il y en avoir dans l'homme ? Oui, c'est sûr, et c'est vrai que j'ai l'impression quand on parle de cette dualité, qu'on parle beaucoup aussi de cette conscience d'unité, qu'il y a quand même cette tendance chez chacun à associer toujours Dieu c'est le positif. Mais j'ai le sentiment en fait voilà, qu'on parle pas d'une conscience, quand on parle de s'élever au-dessus de la dualité, j'ai le sentiment qu'on parle pas d'une conscience positive qui aurait réussi à illuminer un aspect négatif, mais que c'est plus subtil que ça, qu'il s'agirait plutôt d'une intégration des contraires en soi, qui, voilà, à travers un regard qui va neutraliser leur effet contraire. J'ai l'impression que c'est plus de cet endroit-là. Est-ce que c'est quelque chose comme ça? C'est plus et du coup, on n'est plus sur cet aspect duel, mais le piège, effectivement, comme on dit, c'est de tomber dans l'aspect duel en disant que c'est la lumière, c'est le positif. Mais en même temps, il y a peut-être quelque chose qui reste encore subtil parce que peut-être qu'à un certain niveau, ça reste juste j'ai envie de dire, d'opposer l'ombre à la lumière pour pas non plus sombrer dans l'amour du désordre. Donc j'ai l'impression qu'il y a un petit fil au milieu à toucher, un état d'être qui permet effectivement de s'élever au-dessus de cette dualité. Moi, je pense que les Grecs anciens nous ont transmis des choses extraordinaires. Par exemple, l'histoire du Minotaure, de ce monstre qui est enfermé dans un labyrinthe. Et si tu veux, un monstre, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas naturel, c'est contre nature. C'est une création humaine artificielle qui a pour cause un comportement humain. À partir du moment où tu crées une situation anormale, le mal, la souffrance, le désordre, eh bien, l'humain l'a enfermé dans un labyrinthe et c'est sans issue. C'est-à-dire que si tu cherches dans ta bulle intérieure à résoudre cette problématique, je pense que ça n'a pas de sens et tu n'en sortiras pas. Pour moi, la réponse à cette dualité que vit l'homme, qui est artificielle, c'est-à-dire que la dualité n'existe pas dans la nature, encore une fois. Il n'y a pas de dualité entre l'été et l'hiver. Il y a une complémentarité, une collaboration intelligente, un équilibrage permanent, mais il n'y a pas de dualité. Et je pense que souvent, on a une perception d'une dualité qui est réelle parce que c'est une perception de notre monde artificiel. Et que la réponse à cette dualité, tu vois, par exemple, souvent des gens vont me dire « oui, il y a une personne très négative à mon travail » ou « mon patron me fait vivre un enfer ». J'ai été en réaction, j'étais en colère, mais maintenant j'ai compris, je ne fais que lui sourire et je lui envoie de l'amour. C'est sûr que ça va être plus agréable comme traitement peut-être que de s'enfoncer dans la haine et la rancœur et la violence et l'agressivité, mais je pense qu'il n'y a pas d'issue réelle à ça. Si tu veux, tu perds ton temps à envoyer de l'amour à quelqu'un qui fonctionne sur un mode artificiel de toute façon. Parce que s'il est dans la réalité de la création originelle,
Il n'a pas à te faire vivre un enfer, si tu veux. C'est complètement... Et je pense qu'on doit prendre la nature comme référence. Et si tu regardes et que tu décides de sortir de l'artifice, donc tu décides de sortir de... C'est ça, de ce qui a été créé, qui engendre une dualité, comme un flipper, tu vois, toujours ça renvoie l'un à l'autre. C'est le système du caducée d'Hermès. Quel est le secret du caducée? C'est le bâton qui est au milieu. C'est pas de passer d'un serpent à l'autre et d'un extrême à l'autre, c'est d'être toujours au milieu centré. Et donc effectivement, c'est ce fil dont tu parles, je pense, tu vois, cette chose qui est assez, qui est plus subtile que juste les deux positionnements opposés. Et donc souvent, quand on vit quelque chose de souffrant, on veut prendre la direction opposée pour l'équilibrer, alors que la vraie solution, elle est dans quelque chose d'intérieur. Donc, je ne crois pas qu'il faille sans arrêt regarder des vidéos sur YouTube qui décrivent l'arnaque des vaccins, la réalité de l'état profond, tout ce qui va se passer dans les années à venir et tout ça, en cherchant à sortir de la dualité. Parce que à la base même, cette dualité est artificielle. Tu veux trouver une solution à quelque chose qui n'a pas d'existence réelle aux yeux de l'univers. Or, si c'est vrai que nous avons une âme éternelle immortelle, qui s'incarne de vie en vie, qui chemine, qui évolue, est-ce qu'elle est là pour prendre les leçons d'un monde artificiel? Ou est-ce que sa vraie école, c'est le réel, et la nature et l'univers? Moi, je pense que c'est le réel et la nature et l'univers. Et je pense qu'il y a un usurpateur qui est rentré dans la classe, qui monopolise l'attention des élèves et qui veut leur faire faire et leur faire dire et leur faire apprendre des choses qui ne sont pas dans leur intérêt. Je pense que certains élèves le comprennent et donc luttent et essayent de résister à cette influence, mais ils n'ont rien qu'à sortir de cette école. Ils ne sont pas dans la bonne école. C'est hors sujet. C'est hors propos. C'est une école qui a été construite par le gouvernement pour faire une éducation laïque, obligatoire et gratuite, et qui a été construite sur la terre, un bâtiment. Or, la vraie école, c'est la terre elle-même. Détruisons les écoles fabriquées, sortons de tout ça, et retrouvons la vraie école qui est la vie elle-même, parce que notre vraie école, c'est la nature, c'est la terre, c'est notre corps, c'est le corps de l'autre. C'est manger, c'est respirer, c'est regarder. Le vrai enseignement, il est là. Et dans cet enseignement, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de dualité. Et que cette dualité n'était que la dynamique d'une école artificielle. Et même quand elle te disait « sors de la dualité », souvent, elle ne faisait que faire tourner sa propre roue. Ah ouais, tout à fait, ouais. Je ne sais pas si c'est compréhensible Ouais, ce que ouais. j'explique. Oui, ok. Ouais. Et c'est juste pour finir, Johan, c'est que tu vois, c'est pour ça que je prenais l'exemple de ceux qui ont voulu sortir des villes et créer des communautés ou retrouver une exploitation de fromage de chèvre en Ardèche dans les années 70. C'était une tentative, mais si tu veux, il y en a beaucoup qui n'ont pas réussi à faire le cheminement intérieur pour aller au bout de leur démarche, alors que c'était là la clé. Ce que Lanza del Vasto, par exemple, a très bien expliqué, sur tout son enseignement sur la non-violence et tout ça. Il a essayé d'accéder à plus loin que juste on va dans la campagne et on se met à cultiver la terre pour retrouver les vraies valeurs. Il a voulu aller plus loin que ça. Ok, donc pour terminer, peut-être qu'on peut prendre une dernière question, on va dire pratico-pratique. Concrètement, quelqu'un là qui aujourd'hui, concrètement, il est chez lui, enfermé, avec un masque, et puis il regarde cette vidéo. Concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire à travers tout ce qu'on vient d'échanger pour que ça reste pas justement un petit peu éthéré et que ça soit malgré tout pratico-pratique sur la vie quotidienne. Je pense que tous les jours, plusieurs fois par jour, on me pose cette question. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place, dans une ville avec des masques et puis des interdictions et tout ça? Parce que justement, moi j'ai un joli discours en vidéo, c'est facile de faire de dire des belles paroles comme ça. Mais si tu veux, souvent on me pose la question, une fois que c'est trop tard, si tu vois, une fois que tu es pieds et poings liés, que tu es pris et que c'est compliqué, et on me demande un peu, qu'est-ce que je dois faire
Mais si tu veux, on me le demande en me disant qu'est-ce que je dois faire pour éviter ça ou pour ne pas que ça arrive. Et, et- et- et tu vois, il y a une petite légende essénienne qui raconte que un Essénien meurt et il est envoyé en enfer, il est condamné à aller en enfer. Et donc il arrive en enfer et puis il se dit bon bah zut, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait il commence à prendre des pierres et puis il commence à construire un bâtiment. Et donc le diable vient le voir parce que c'est très original, il lui dit mais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais là? Parce que c'est le seul qui fait quelque chose comme ça, il construit. Et il lui dit mais moi je suis un libre constructeur. Donc tu vois, il a une liberté intérieure et il dit je construis ma vie et je veux construire un espace que je vais consacrer à l'éternité, à Dieu, au bien, à la lumière et je vais aller y prier, méditer dedans. Et le diable lui dit non, non, mais t'as rien à faire ici en enfer, va-t'en. Et donc il est chassé de l'enfer. Et au-delà de la boutade ou tu sais de se féliciter en disant oui, parce que quand tu es essénien, tu vas pas en enfer. Si tu veux, c'est pas ça. Le vrai message, c'est que quelle que soit ta situation de vie, tu peux, si tu as la liberté intérieure, où que tu sois, même en enfer, même, tu vois, c'est l'extrême qui est pris, hein, en enfer, dans l'au-delà, condamné en enfer, il n'est jamais, c'est jamais le mauvais moment ou le mauvais endroit pour changer et pour travailler et pour agir et poser des actes concrets qui sont les écritures dont on parlait. Ce sont des actes concrets. Tu écris ta vie parce que une fois qu'une écriture, un acte est posé, il va engendrer des conséquences. Et la méthode essénienne, si tu veux, c'est de dire ok, je suis en plein chaos, je suis dans l'anéantissement total, je suis entouré de zombies, et eh bien rien ne peut m'empêcher de poser un acte libre et conscient. Et donc, toutes les méthodes esséniennes sont basées sur ça, c'est-à-dire que qui que tu sois, quoi que tu crois de toi-même, euh, peu importe ce que tu as fait, peu importe dans quelle situation, dans quel pétrin tu te trouves, tu peux, ici et maintenant, poser un acte concret, délibéré, qui va créer une résonance dans ta vie tellement puissante qu'elle va engendrer des causes lumineuses et positives dans ta vie. Alors je ne parle pas de gagner au loto par magie, hein. Je parle d'une science que les Esséniens possèdent depuis la nuit des temps et qu'ils enseignent. En Égypte, on les appelait les thérapeutes, on a toujours enseigné ça. C'est que, où que tu sois, qui que tu sois, tu peux choisir ton destin. Ce n'est pas du tout justement une vision à court terme en disant « fais une opération et par la magie du Saint-Esprit, tout va changer ». Pas du tout. C'est de connaître les lois de l'agriculture, c'est pour ça que je parle de la nature. C'est-à-dire que tu peux toujours planter une graine et en prendre soin pour qu'avec le temps, ta forêt se transforme et que ton désert devienne une forêt ou que ta forêt artificielle redevienne une forêt naturelle, que ta forêt endommagée reprenne vie. Tu peux toujours le faire. Alors tu vois, une forêt tropicale, quand on l'exploite, même en exploitation soi-disant respectueuse et de développement durable, il faut en réalité 700 ans pour qu'une forêt tropicale redevienne vraie, naturelle. 700 ans, c'est énorme. Eh bien, la vie de l'homme, c'est pareil. Il faut des vies pour reprendre un vrai chemin, ou du moins pour arriver à un endroit vraiment spécifique. Mais l'important, c'est de commencer, si tu veux. C'est de commencer à poser un pas. Donc, toutes les méthodes esséniennes sont basées là-dessus, et c'est pour ça que j'en parle, c'est pour ça que je partage, parce que je me dis que en portant déjà un autre regard sur ce qu'on vit, c'est déjà une première étape, mais à un moment donné, il faut poser des actes. Et tu es un peu victime des situations. Tu es enfermé dans ton appart, tu dois porter le masque à ton boulot toute la journée, tu ne peux pas te déplacer comme tu veux. Tu comprends, c'est des contraintes super fortes, tu ne peux pas changer de vie comme ça, tu ne peux pas du jour au lendemain te retrouver dans un endroit naturel et vivre en autonomie dans une forêt primaire. Bon, ok, eh bien, rien ne t'empêche d'ouvrir un espace chez toi
où tu vas pouvoir commencer à faire des pratiques esséniennes qui vont engendrer cette vibration et cette libération. Et je pense, Johan, que tu peux toi-même confirmer des effets que ça fait des portes que ça ouvre à l'intérieur. Je pense que Je c'est ça la confirme, mais clé. c'est vrai que parfois il peut y avoir des exercices en apparence profondément simples au niveau de la gestuelle, et on peut vraiment ressentir cette connexion intérieure que va créer un mouvement extérieur, et que je pense à un mouvement justement peut-être que tu pourrais partager, celui de la dualité, qui est particulièrement propice justement à ce sujet-là, où effectivement par certains mouvements qu'on peut mettre en forme, par exemple celui de faire balancer comme ça les bras sur les côtés, représentant la dualité, et faire le mouvement de partir d'un côté ou de l'autre pour se faire embarquer par la dualité, et retrouver ensuite le positionnement central, non impacté. C'est vraiment une pratique, pour le coup, que je trouve très simple, très concrète, et qui, au fur et à mesure qu'elle est pratiquée, on peut effectivement voir au cours de la journée, il y a comme une connexion intérieure qui s'est produite, et on se voit en train de repartir vers les aléas du quotidien et la dualité, et on se revoit se recentrer, etc. Mais sans mouvement, c'est quelque chose qui a pris vie à l'intérieur, simplement parce que le corps s'est mis en mouvement et a créé des connexions en lien avec ça. Donc voilà, je trouvais que ça pouvait être intéressant de partager ce tout simple mouvement pour justement Mais, le sujet de la ah ouais, dualité, qui est justement particulièrement propice, je pense. mais carrément, c'est vraiment ce que tu décris, c'est que le corps est notre meilleur ami en réalité sur le chemin de l'évolution de la conscience. Et que quand tu imprègnes quelque chose, c'était la science du yoga, si tu veux. C'était la science du yoga. Et le corps, si tu veux, contient une intelligence. Et s'il y a un être qui connaît l'équilibre, c'est bien le corps. Le corps est le champion, toute catégorie de l'équilibre. Donc comment tu voudrais apprendre l'équilibre par toi-même, à l'intérieur, avec des visualisations, des thérapies énergétiques, des séances de je sais pas quoi? Le corps est juste là, ton propre corps, il connaît l'équilibre, il le pratique en permanence. C'est souvent toi qui le déséquilibre. Donc si tu laisses ton corps te montrer comment fonctionne l'équilibre et que tu portes ton attention sur lui, il va pouvoir te rappeler dans la journée quand il sent que tu te déséquilibres. C'est ton meilleur ami. Réconcilie-toi avec, tu sais, avant d'aller prier ton père, réconcilie-toi avec ton frère qui est auprès de toi, à côté de toi. C'est qui? Moi, je pense que c'est le corps. C'est pas forcément ton voisin. C'est ton corps. Les hommes sont en guerre avec leur corps et ils luttent contre énormément. Et en plus, ils se plaignent quand quand il commence à fatiguer, qu'il a une maladie. Ils se plaignent. Non, le corps est le gardien de tous les trésors de l'éveil de la conscience et du chemin. Nous avons eu des ancêtres qui vivaient en connexion complète avec l'univers. Leur mémoire est dans notre corps nécessairement. C'est l'histoire d'Adam et Ève, etc. Donc tout est là. Et je pense que voilà le mouvement que tu montres, tu vois, de faire... Alors je ne peux pas le transmettre ici parce que il faut prendre plus de temps et il y a un contexte, mais voilà, le corps, si tu veux, quand à travers ce mouvement des mains, il montre ce phénomène de balance qu'il y a dans notre vie, et que quand, effectivement, si tu suis la balance, tu te désaxes, tu te décentres. Et que réussir à faire ça, tu vois, c'est tout simple avec le corps, hein, réussir à faire ça, mais le faire à l'intérieur, c'est-à-dire j'ai une information sur Internet, j'ai une information à la télé, j'ai une information dans une vidéo spirituelle, j'ai une information dans une vidéo complotiste, tu comprends? Mais que toi, tu restes centré. Du coup, tu vas avoir une vraie perception des choses et tu vas faire un tri, avoir un discernement beaucoup, beaucoup plus fort au lieu de partir et de te sentir décentré et finalement de perdre ton centre intérieur. Tu le décris très bien, c'est exactement comme ça que ça se passe. Après, dans la journée, tout d'un coup, tu le sens, tu as une sorte de rappel. Le corps te rappelle. Ouais, mais en tout cas, C'est je vraiment comme ça partage que parce ça que se c'est vraiment passe. exactement comme ça que je l'ai vécu. Ben, écoute, merci beaucoup, Guilhem. Merci à toi pour cet échange, et merci à tous ceux qui Ben nous ont merci, suivis. Et puis, avec grand plaisir de nous retrouver prochainement. oui.